On se propose d'étudier le mouvement de la chute d'une bille sans vitesse initiale. Donc avec le logiciel Atelier Scientifique, on va chercher le fichier correspondant dans le dossier là où il est placé. On va paramétrer l'espace de la vidéo en fixant une origine d'un repère d'espace, par exemple à la première position de la bille repérée sur l'image. On va se servir de la règle pour fixer une longueur étalon. Donc ici, il s'agit d'une longueur de 1 mètre verticalement. C'est la seule direction à étalonner ici. On va faire un pointage avec un seul point et en fonction du temps. Donc ici, par défaut, c'est le paramétrage qui est affiché. Ici, comme on a un intervalle de temps de 10 millisecondes qui est très court, on va prendre par exemple 40 millisecondes, c'est-à-dire qu'on prendra une image sur 4 et on va démarrer le pointage. Donc, c'est-à-dire que l'on va prendre chacune des positions de la bille tous les 40 millisecondes sensiblement. Donc, il suffit de bien repérer la position de la bille. C'est un pointage tout à fait classique. Lorsque le pointage sera réalisé, eh bien, on regardera quelles sont les équations horaires du mouvement. En particulier ici, le mouvement se fait seulement selon la verticale. Donc, on aura à se préoccuper simplement de l'équation qui donne y en fonction du temps. On va retrouver les graphes dans l'onglet graphes, y et x du temps, en fonction du temps. On va supprimer x puisque le mouvement est seulement vertical selon y. On peut modifier l'allure des points pour les rendre plus visibles, changer éventuellement leur couleur. Et on a ici une courbe, y égale f de t, qui donne l'impression d'être une portion de parabole, précisément une demi-parabole. On va pouvoir modéliser ici cette courbe avec l'outil modélisation et on va prendre ici le modèle parabole. On va activer la modélisation qui s'applique assez simplement sur les points expérimentaux et on va pouvoir afficher l'expression de cette courbe à l'aide de cet outil annotation. Donc on a repéré que l'on a ici y de t qui est égal à, eh bien il suffit d'aller sur cette modélisation, on voit une modélisation de la forme 1/2 de at au carré plus bt plus c, avec les coefficients a qui vaut 10,2, donc on va mettre ici 1/2, c'est-à-dire 0,5, fois 10,2, fois t au carré, donc accent circonflexe 2, plus, eh bien ici on a 188, 10 exposant moins 3, c'est-à-dire avec deux chiffres significatifs 0,19 fois t, et on voit que le coefficient c, qui est égal à 5 10 puissance moins 3, est pratiquement nul, donc on va se contenter de cette expression de y de t. L'objet de la suite de cette étude, c'est naturellement de montrer que l'équation horaire du mouvement a bien cette valeur. On peut avoir accès
à partir de la valeur de y de t, et en particulier des points qui ont été saisis, à la vitesse. Donc pour ça, on sait que les coordonnées du vecteur vitesse sont les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur position. Ici, le vecteur position se réduit tout simplement à un vecteur qui est selon l'axe OX, vertical et vers le bas. Donc, on pourra calculer les coordonnées du vecteur vitesse, et en particulier la vitesse selon y, en faisant la dérivée par rapport au temps de la fonction y de t. Donc ici, on va choisir la grandeur y', que l'on peut transformer en mettant explicitement vitesse selon y, et demander à tracer la dérivée de y, ici, de t, en fonction du temps, ou par rapport au temps, précisément. Donc on trace, effectivement, ici. On peut s'intéresser uniquement, cette fois, à cette vitesse selon y. On voit que l'on obtient une droite que l'on peut modéliser. Cela veut dire que la vitesse selon y, eh bien, est linéaire, sensiblement, en tout cas une fonction affine du temps, que l'on peut modéliser par une droite, ce que l'on fait ici, et on retrouve comme coefficient directeur de la droite la valeur 10. Alors bien entendu, une équation aux dimensions nous dira que 10 s'exprime en mètres secondes à la puissance moins 2, et on voit qu'il y a une petite vitesse résiduelle qui est la vitesse de la bille à t égale 0, donc V0, selon y, et cette vitesse eh bien, indique que lorsqu'on a commencé à pointer, la balle ou la bille était déjà partie, et que du coup, on a la vitesse au moment du pointage à t égale 0. Là aussi, on peut donner l'expression de cette vitesse en fonction du temps. Donc ici, on va afficher vitesse selon y en fonction du temps. Ce sera égal à, on a vu 10 étoiles t, plus une vitesse qui est la vitesse à t égale 0, donc qui est égale à l'ordonnée à l'origine de cette courbe. Et ici, on a vu que l'on avait dans cette position donc 0,25 252 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,25 mètres par seconde. Voilà donc les deux courbes qui sont intéressantes pour étudier le mouvement de la balle qui chute sans vitesse initiale, ou quasiment sans vitesse initiale, puisqu'on vient de voir qu'il y a une vitesse qui est faible à t égale 0. On pourra retrouver, là aussi, l'expression de cette vitesse en faisant une étude théorique à partir de la deuxième loi de Newton. Par une étude théorique, on peut retrouver les équations horaires du mouvement dans le cas d'une balle qui chute sans vitesse initiale, ce qui était le cas lors de notre étude expérimentale par le pointage de la balle qui tombe verticalement. Donc ici, j'ai indiqué la méthode pour obtenir les équations horaires du mouvement. Dans la colonne ici de droite, on retrouve un document qui nous sert de guide sur la méthode. Et puis, on va traiter ici, à la main, l'exemple de la balle qui tombe sans vitesse initiale. Donc, dans ce type d'étude mécanique, on va préciser le système étudié. Donc, il s'agit de la balle qui chute verticalement. Elle est représentée ici sur le schéma dans
la position initiale est dans une position lors de la chute, sur un axe vertical OX, muni d'un vecteur unitaire petit i, et naturellement la balle chute dans le champ de pesanteur, représenté par le vecteur G. Bien entendu, la balle qui chute, on l'a vu chuter dans le référentiel terrestre, avec la propriété d'être supposé galiléen, ce qui facilite l'application des lois de Newton. Alors, la loi qui sera utilisée sera ici la deuxième loi de Newton, appliquée aux forces qui agissent sur la balle, et ici, en l'absence de frottement, on va considérer que la force appliquée sur la balle est uniquement le poids P, donc vectoriellement, dont l'expression est P vecteur égale M fois G, le vecteur champ de pesanteur. Donc, maintenant que l'on a fait le bilan des forces qui s'appliquent sur la balle, on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton, qui indique tout simplement que somme des forces est égale à dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ici, la masse de la balle est constante, donc ça revient à faire la masse de la balle multipliée par le vecteur accélération du centre d'inertie, donc on peut mettre AG ou tout simplement A, puisque la balle peut être considérée comme ponctuelle. Donc ici, bien entendu, on va obtenir P, puisque somme des forces est égale à P, qui va être égal à MA, sachant que P par ailleurs était égal à mg, donc on peut écrire donc égal mg. Ces expressions sont naturellement vectorielles, et on arrive au vecteur accélération qui est égal au vecteur g. Cette relation vectorielle va être projetée selon le système d'axes que l'on a choisi, mais comme le mouvement est ici seulement vertical, donc on va juste prendre un système d'axes à une dimension. Selon OX, on peut préciser aussi dans la base OI, eh bien, on va avoir A selon X vertical. On aurait pu, au lieu de prendre X, prendre Y. Au lieu de prendre Y, prendre Z. Il suffit de regarder l'axe qui a été dessiné. Ici, j'ai dessiné OX. J'aurais très bien pu prendre Y. J'aurais pu prendre Z. On a donc AX ici égale tout simplement à G, puisque le vecteur G est de même direction et de même sens que l'axe OX. Si je veux les coordonnées du vecteur vitesse, donc ici ce sera selon X, le vecteur vitesse va s'exprimer V égale Vx I, et Vx sera la primitive de AX selon la variable t, bien entendu. Donc on aura Vx égale G fois t plus une constante
qu'on peut appeler, qu'on peut noter constante ainsi. Et pour avoir la valeur de la constante, on va regarder les conditions initiales. Alors, on a fait chuter la balle sans vitesse initiale, ça veut dire que à t égale 0, la valeur de Vx a été fixée à 0. Et donc, dans Vx, au-dessus, Vx à t égale 0, c'est la constante. Donc, bien entendu, la condition initiale, à t égale 0, on a la vitesse qui est nulle. Bien entendu, dans l'équation, on doit retrouver que cette vitesse est nulle à t égale 0, ce qui oblige à faire la constante égale 0. On aura donc ici Vx qui sera égal à g fois t. Donc voilà pour la vitesse selon x. Si on veut les coordonnées du vecteur position, eh bien ce sera OG qui sera égal à x fois i. Et x est une primitive de Vx. On aura donc ici x égale 1 demi de g t au carré plus une constante. Alors cette fois, je vais l'appeler c, tout simplement. Là aussi, pour connaître la constante c, on regarde la condition initiale pour le vecteur position. On voit que à t égale 0, on a choisi la première position de la balle à l'origine du repère. Donc on a x0 égale 0. Et dans x, on doit retrouver x pour t égale 0, qui doit aussi être égal à 0. Mais quand on fait t égale 0 dans l'expression de x, on va trouver c. Donc on aura c qui doit être égal à 0. Et ainsi, on aura x égale 1 demi de gt au carré, tout simplement. Alors si on avait pris l'axe y, on aurait y égale 1 demi de gt au carré. Si on avait pris l'axe z, on aurait z égale 1 demi de gt au carré. De même, le vecteur position, je l'ai appelé OG, il pourrait s'appeler OM, tout simplement en prenant le point M comme étant le point mobile. Des questions complémentaires peuvent être demandées. Par exemple, la durée de la chute. Alors, si par exemple la chute est donnée comme étant h égale 2 mètres, par exemple, eh bien, il faut avoir en tête que dans ces conditions, pour h égale 2 mètres, ça devient x égale 2 mètres. Et donc, par conséquent, on a à résoudre cette équation qui va être de la forme t au carré égale 2x sur g. Nous, on prendra que des valeurs à partir de t égale 0 positive, ce qui nous permettra de dire que t va être égal à racine carrée de 2x sur g. Et par conséquent, avec x égale 2 mètres, on aura ici 2 racine carrée de 2 fois 2 sur g, valeur de g, si on prend par exemple 10 mètres secondes à la puissance moins 2, on aura donc la valeur qui nous intéresse ici, qui sera donc racine carrée de 4 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 5. Donc ici, racine carrée de 2 cinquièmes. Et racine carrée de 2 cinquièmes, ça vaut
tout simplement donc 0,63 secondes en prenant sa calculette. Autre question, quelle est la vitesse en arrivant au sol? Eh bien, tout simplement, ici, si on veut poursuivre dans l'exemple que je viens de donner, eh bien, on a V égale G fois T, pour T égale 2 mètres. Une autre manière de voir aussi, c'est que l'on peut remplacer la valeur de T par la valeur vue précédemment, c'est-à-dire qu'on aura G multiplié par racine carrée de 2x sur G. En faisant rentrer la valeur de G à l'intérieur, ici on aura 2 fois x G au carré sur G. Donc tout simplement ici on aura V égale racine carrée de 2x fois G. Et donc racine carrée de 2GH si on veut l'exprimer ainsi. Alors là aussi, eh bien, en utilisant tout simplement les valeurs numériques, on peut trouver V égale 2 fois 10 fois 2, c'est-à-dire racine carrée de 40 ici, et racine carrée de 40, ça fait 2 racines carrées de 10, et en prenant sa calculette, eh bien, on peut trouver très simplement la valeur de la vitesse au sol qui sera de 6,3 mètres. On aura mètres par seconde, pardon, mètres seconde à la puissance moins 1, on aura ainsi la valeur de la vitesse en arrivant au sol. Voilà l'étude de la chute d'une bille qui tombe sans vitesse initiale en utilisant tout simplement la méthode d'étude des mouvements à l'aide de la deuxième loi de Newton.